Il va y avoir grosso modo deux parties à cette vidéo. Dans la première, je vais faire un petit retour sur ce que j'ai compris, puisqu'on fait une forme de bilan 2021 avant de se souhaiter les meilleurs vœux pour la nouvelle année, et puis surtout de se souhaiter bonne chance. Eh bien, il faut quand même faire un petit bilan pour voir un petit peu ce qui se passe, et puis voir où ça va. Alors évidemment, il y a des grands mouvements. Moi, j'aime bien observer ce qui se passe au niveau macro, économique et politique, pour ensuite déterminer ce que je peux faire, moi, à mon petit niveau d'individu de base dans tout ce bordel, quoi, grosso modo. Alors pour bien comprendre les choses, puisque là on vit quand même depuis 2 ans maintenant, 1 an et demi, 2 ans, un truc incroyable qu'on n'a jamais vécu dans l'histoire, et eh bien il faut essayer de faire le tri dans tout ça pour bien voir que l'on n'a pas affaire à une crise sanitaire, mais bien à une crise politique et monétariste, comme on en a connu toujours dans l'histoire. C'est grosso modo, on fait n'importe quoi, on gère n'importe comment, et puis les tables commencent à tourner, et les tables commençant à tourner, le pouvoir en place cherche à se maintenir à tout prix. Alors, la nouveauté de notre cycle actuel, c'est qu'évidemment, comme on est globalisé, eh bien, le bordel est un peu plus grand. Quand on était en Allemagne dans les années 20 et qu'on avait des actifs en France ou aux États-Unis, voire c'était encore mieux. Maintenant, aujourd'hui, comme c'est mondialisé, le risque est un peu partout, quoi. Grosso modo, c'est ça. Et comme on est globalisé à grosse échelle, eh bien, vous avez des interconnexions partout, ce qui fait que personne potentiellement n'est à l'abri. Voilà. Alors, la deuxième chose qu'il faut noter, c'est que aussi la technologie permet aussi à nos dirigeants d'être un peu plus coercitifs qu'avant et de nous manipuler plus facilement. Voilà. Mais grosso modo, les recettes sont toujours les mêmes. Alors, ce qu'il faut comprendre, quand on replace le truc au niveau du pouvoir et du pognon, eh bien, on a un leitmotiv directeur qui est que à travers les grands cycles économiques, quand il y a des problèmes de baisse d'activité ou on va dire des crises qui se profilent, eh bien on a une formule de base qui est toujours la même, qui est utilisée par les banques centrales pour résoudre le problème, qui est je baisse les taux d'intérêt. Alors ça c'est une formule que je vais développer à travers mon discours, à travers différents cycles économiques de l'histoire récente, et vous allez voir que c'est toujours la même chose. Et que lorsque l'on baisse les taux d'intérêt, on va, par voie de conséquence, augmenter la capacité d'endettement et, évidemment, inflater les actifs financiers qui sont les actions essentiellement, et puis l'immobilier. C'est ce qu'on observe depuis des dizaines d'années, c'est toujours le même process. Voilà. Et on peut se poser la question, évidemment, de se dire que est-ce que le médicament, ou le remède, entre guillemets, n'est pas pire que le mal dans ces cas-là. N'y voyez surtout pas d'analogie avec ce qui se passe aujourd'hui et ce qu'on essaye de nous pousser. Enfin, si quand même. Voilà, au passage. Donc, gardez en tête cette formule de base, baisse des taux d'intérêt, par voie de conséquence, augmentation de la capacité d'endettement, et donc, évidemment, augmentation du prix des actifs essentiellement financiers, c'est-à-dire le prix des entreprises, des actions, et puis l'immobilier. Voilà. Alors le problème, c'est qu'on a une augmentation des dettes, évidemment, et que par voie de conséquence, les taux d'intérêt doivent baisser perpétuellement, et c'est ce que l'on observe depuis des dizaines d'années maintenant. Les taux ne font que baisser, ce qui fait qu'on arrive aujourd'hui à une aberration qui est le fait de trouver des taux directeurs négatifs, un truc qui n'existe normalement pas, voilà. Et donc, le problème, c'est que évidemment, les ménages, les acteurs économiques, entreprises, etc., sont endettés. Mais évidemment, je ne vous fais pas le dessin. Vous savez bien que nos États sont surendettés. Si on regarde les États-Unis aujourd'hui, c'est 130% d'endettement. La France, c'est pareil. Enfin, officiellement, parce qu'officieusement, si on rajoute le prix des fonctionnaires et des retraites à payer, là, on explose le compteur. Donc évidemment, les banques centrales et les pouvoirs politiques, puisque les deux tricotent ensemble, sont dans une trappe, parce que s'il y a augmentation des taux d'intérêt, eh bien il y a augmentation évidemment du service de la dette, et alors là, on se noie littéralement. Donc quelle est la solution ? Eh bien on y vient, la solution c'est 2020, voilà. Mais bon, on n'en est pas encore là. On fait un petit retour déjà sur le passé.
Donc, comme je l'ai dit, le problème de cette formule de base, c'est qu'elle augmente les dettes, et notamment les dettes des États, et que les taux doivent toujours être maintenus relativement bas, parce que s'ils augmentent, tout le système explose, ou tout simplement. Voilà. Alors, en 98, on va remonter jusqu'en 1998, en 98, on a déjà vu une première intervention de la Réserve fédérale américaine qui a baissé les taux suite à l'effondrement, au collapse d'un grand hedge fund qui s'appelait LTCM ou LTMC, je crois, et qui évidemment avait déjà fait de mauvais placements, notamment sur les marchés asiatiques et russes qui se sont effondrés en 97 et 98. Et donc, comme ce hedge fund s'est effondré, la Fed est arrivée déjà et a baissé les taux. Voilà, et c'est ce qui a fourni le fuel pour cette dernière jambe de hausse finalement qu'on a observé jusqu'à l'effondrement de la bulle des .com, la bulle des .com en l'an 2000, puisque du coup, baisse de taux, investissement, on s'endette de plus en plus, pour investir sur quoi? Eh bien, sur du vent, c'est-à-dire la spéculation qu'il y a eu en l'an 2000 sur toutes les projets qui étaient montés autour du .com, tout le monde pensait avoir déniché la perle, le futur Amazon ou Apple ou que sais-je encore, mais bon, la plupart se sont tous effondrés en l'an 2000. Voilà. Et donc, en l'an 2000, qu'est-ce qui s'est passé? Évidemment, je vous le donne en mille, baisse de taux à nouveau pour pouvoir renflouer un peu le système, et c'est ce qui a nourri la bulle, entre autres, la bulle immobilière qui s'est évidemment éclatée en 2008 et qui a donné, suite à la crise des subprimes qu'on a connue. Voilà. Alors la nouveauté en 2008, c'est que quand ça s'est effondré, on a eu un nouveau concept, le quantitative easing. Mais bon, c'est toujours la même chose. On a forcément une injection monétaire et une inflation monétaire. Alors cette inflation, elle s'est manifestée évidemment une fois de plus dans les actifs financiers, donc les actions et notamment l'immobilier. Voilà. Et ce qui a contribué à créer un clivage de plus en plus grand entre ceux qui possèdent du capital et puis les autres qui crèvent la dalle. Je simplifie, mais grosso modo c'est ça. On a une distorsion qui s'opère et qui devient de plus en plus grande entre une infime minorité qui possède énormément et puis la majorité qui, elle, possède de moins en moins parce qu'elle souffre, elle n'a pas les moyens d'investir sur les marchés financiers ou dans l'immobilier, en offrant du collatéral. Quand vous avez déjà des maisons, vous pouvez mettre ça en collatéral pour investir dans autre chose, et notamment dans les actifs financiers ou dans l'immobilier, et donc vous augmentez votre patrimoine en bénéficiant de taux d'intérêt qui sont relativement bas. Voilà. Donc on a une distorsion qui s'opère entre les possédants qui sont de moins en moins, nombreux et qui possèdent de plus en plus, et puis la masse des gens qui souffrent, qui ne peuvent pas investir, qui ne peuvent pas se loger correctement. Enfin voilà. Donc 2008, le QE. Alors évidemment, depuis, on a bénéficié de 10 ans, de croissance. Alors de croissance sur les marchés financiers et sur le prix de l'immobilier, encore une fois, puisque le process étant toujours le même, la capacité d'endettement augmente pour ceux qui possèdent déjà. Et donc, la dette augmente aussi par voie de conséquence, y compris pour les États. Alors, en 2019, on a observé un truc un peu particulier. La Réserve fédérale américaine a tenté de rehausser un petit peu ses taux. On est monté à 2, 2,5 je crois. Et puis là, ça a commencé à craquer. On a eu une grosse correction sur les marchés. Merde. Alors, juste derrière, on a eu aussi la crise du repo, dont j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos, où les banques ne se faisant plus confiance, il faut emprunter directement auprès de la Réserve fédérale. Enfin bref, ça nous donne une bonne vision du fonctionnement du système et de la confiance globale qu'on peut avoir là-dedans. Bref. Et puis là, qu'est-ce qu'on voit? Depuis la crise du Coco Circus, alors là, la masse monétaire, elle flambe. Alors évidemment, on commence à avoir de l'inflation. Pourquoi? Parce qu'on a eu ce qu'on appelle l'hélicoptère money. Grosso modo, on distribue de l'argent directement à la population. C'est, allez, prenez 200 balles, allez consommer les gueux. Ça vous dit quelque chose. Et donc ça, c'est puissamment inflationniste, forcément. Donc, évidemment, avec cette rupture des chaînes d'approvisionnement, parce que quand on arrête les chaînes, évidemment, il faut les remettre en route, ça coûte cher. Donc c'est le bordel. Une augmentation des prix aussi derrière.
Et puis, effectivement, on a une politique monétaire et fiscale qui est complètement accommodante, et donc on est toujours dans cette formule de base où on va baisser les taux et augmenter évidemment la capacité d'endettement des acteurs économiques, et notamment des possédants, des États, parce qu'évidemment c'est l'État glouton, hein, plus on augmente la capacité d'endettement, plus on s'endette, évidemment, hein, c'est comme ça. On ne sait pas faire autrement ici, hein. Et puis par voie de conséquence, on augmente les bulles, voilà, tout simplement, et là on arrive au bout du système, je pense, à mon avis. Et donc c'est pourquoi il y a eu cette crise du coco circus, parce que là on arrivait au bout du bout, et que, comme dans tout cycle économique en général, avec cette distorsion qui s'opère entre ceux qui possèdent vraiment de plus en plus, à grande échelle, hein, et puis ceux qui possèdent de moins en moins, eh bien forcément ça crée du populisme, ça crée des mouvements sociaux importants, c'est ce qu'on avait vu juste avant la crise du coco circus un peu partout dans le monde. Et donc là forcément, comme les tables commencent à tourner, les élites en place évidemment veulent conserver le pouvoir, c'est la chose la plus importante pour elles, et donc eh bien forcément on entre dans un cycle tyrannique. Voilà, on ne peut pas appeler ça autrement. Alors ça se fait de façon soft, plus ou moins soft, hein, parce que derrière, eh bien, on utilise évidemment un narratif lié à la crise sanitaire pour pouvoir faire passer la pilule, et surtout derrière balancer toutes ces lois liberticides. Alors ça se traduit par quoi ? Ça se traduit par ce qu'on voit. Grosso modo, on sort une injection expérimentale. Alors ça, c'est pour contrôler les gens, évidemment, puisque comme il y a de plus en plus de mouvements sociaux qui peuvent être potentiellement violents et qui peuvent faire retourner l'État. On l'avait vu avec les Gilets jaunes, notamment au début du mouvement des Gilets jaunes en France. On l'observait partout ailleurs dans le monde. Hein. On l'a vu aussi en Chine. Des Gilets jaunes, il y en avait partout. On l'avait vu en Amérique latine également. Donc là, c'est vraiment un moyen de contrôler les populations. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le diable ? J'en sais foutre rien. À mon avis, c'est pas catholique, c'est clair et net. Et je vais développer quand même mon discours par rapport à ça et ce que j'en pense, je vais vous le dire. Hein. Dans tous les cas de figure, c'est déjà un outil de contrôle, parce que pour le coup, eh bien, on vous oblige à rester chez vous, donc vous ne pouvez pas vous regrouper. Alors évidemment, comme toujours, vous pouvez toujours déverser votre haine sur Facebook, puis encore, ça commence à être censuré maintenant, hein, mais ça ne va pas bien loin. C'est quand même autre chose que de laisser des mecs couillus aller au bistrot et puis commencer à parler comme ça s'est passé dans d'autres cycles économiques, et puis après ils peuvent se réunir, puis après ils peuvent fomenter une révolte, enfin bref, c'est le bordel. Donc si vous êtes chez vous à regarder Netflix ou à vous énerver un petit peu sur Facebook, vous êtes tout seul. Et ça ne mène strictement à rien dans la vraie vie en termes d'efficacité, donc ça c'est tout bénef pour un État, hein. Grosso modo c'est ça, voilà. Donc l'objectif derrière c'est quoi ? À mon sens, hein, je ne suis pas Madame Irma encore une fois, mais grosso modo, si on s'en tient aux écrits on va dire de ces grands humanistes, hein, que sont peut-être Klaus Schwab, hein, avec son grand reset, l'objectif c'est ça, c'est le grand reset, c'est le grand reset monétaire et économique, parce que le système il est baisé, voilà, on arrive au bout, et que du coup, eh bien, il y a des mouvements populaires, on peut modifier le truc pour en faire une forme de communisme 2.0, mais il faudrait que la Chine et la Russie soient là-dedans pour faire un truc mondial, donc l'empire d'un côté et l'empire déclinant, c'est-à-dire l'empire américain d'un côté avec ses satellites, dont l'Europe, et du coup on fait rentrer là-dedans la Chine et la Russie, comme ça évite évidemment que au niveau macro les tables tournent aussi complètement, et puis au niveau local, c'est-à-dire au niveau des zones économiques, on contrôle le populo de base, et puis ça se passe bien. Alors pourquoi on peut faire ça ? Parce que derrière l'objectif, alors évidemment il y a plusieurs, groupes d'intérêt, mais l'objectif derrière c'est ça, c'est de pousser la 4e révolution industrielle, chère à nos mondialistes, hein, c'est Klaus Schwab, c'est voilà. L'idée c'est qu'on a toute une force, de travailleurs, dont on n'aura plus besoin à terme parce qu'il va y avoir l'intelligence artificielle et la robotisation. Voilà. Alors ça, c'est encore une lubie, c'est un petit peu comme ce qu'on nous pousse aujourd'hui par rapport au climat et à la suppression des énergies fossiles. On n'y est pas encore, et c'est pour ça aussi qu'ils font un mauvais calcul, mais ils se disent on y va, donc on commence la transition dès maintenant.
je pense que ça va aller dans le mur. Mais bon, parce que c'est trop tôt, tout simplement. On n'a pas d'énergie qui peut remplacer le pétrole. Point barre, notre civilisation a été construite là-dessus et on n'a pas encore d'alternative. Voilà. Tout le reste, le solaire, l'éolien, etc., c'est de l'énergie qu'on n'arrive pas à stocker correctement et puis ça ne peut pas remplacer complètement le pétrole. Bref. Mais donc, dans la vue de ces gens-là, évidemment, l'idée c'est que on va à un moment donné faire un grand reset, donc on fait un défaut sur les dettes. Voilà. Allez, on efface tout, on recommence, même les dettes privées, puis avec un petit revenu universel de base, qu'on file ça au bouton, on les contrôle complètement, donc ils ne possèdent plus rien, mais ils sont heureux, donc c'est l'essentiel, voilà, dans un premier temps. Et puis derrière, petit à petit, eh bien, toute cette force de travail de base, dont on n'aura plus besoin, dont on pourra se passer aisément grâce à l'intelligence artificielle et grâce à la robotisation, eh bien, à un moment donné, on pourrait peut-être se dire que il pourrait peut-être disparaître. Ah, alors là, on attaque un sujet qui va être sensible, hein, vous savez, un truc où on est, bon, allez, des populations, quoi, grosso modo, voilà. Alors, de quelle façon ça se ferait, je sais pas, moi, peut-être que si vous avez injecté un truc qui vous baisse un peu vos défenses immunitaires, allez savoir, hein, peut-être que vous seriez plus sensible à différentes maladies qui vous arriveraient dessus, d'autant que effectivement l'homme moderne est quand même plus ou moins affaibli par son mode de vie, parce qu'il mange, parce qu'il respire, parce qu'il boit, donc voilà, ça pourrait être une idée. Grosso modo, c'est ça. Voilà. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Alors évidemment, derrière tout ça, eh bien, différents moyens sont utilisés. Celui qui fonctionne le mieux, c'est la manipulation, ça continue. Les injonctions qui sont, on va dire, contradictoires, pour vous niquer un petit peu le cerveau, comme ça vous savez plus où vous en êtes. À force de vous répéter des mensonges perpétuels, ça devient une vérité. Après, on va stigmatiser les gens, comme ça, du coup, avant on avait les musulmans en France, c'était pratique. Alors ça, on peut encore le faire, ça marche bien. Mais là, c'est entre vax, non-vax, enfin... L'idée, c'est toujours la même, diviser pour mieux régner. Voilà. Et l'idée, c'est de sortir gagnant de tout ça pour arriver à une planète verte, contrôlée par de la techno, avec une poignée de gens qui valent le coup, c'est-à-dire vraiment des possédants, des gens éclairés, et puis une masse, la populace qui serait partie dans les limbes de l'histoire. Donc on réduit bien tout ça, comme ça évite de polluer la planète. Ça évite de dilapider des ressources qui sont finies par nature, et puis de gaspiller un environnement naturel dont on a besoin. Pour l'instant, on n'a pas encore réussi, malgré les tentatives de nos amis milliardaires, à organiser une colonie dans l'espace ou sur notre planète. On n'est pas encore sur Mars, ni Vénus, je ne pense pas. Donc on n'en a qu'une, c'est celle-là pour l'instant, et on y est, quoi. Et là, c'est toujours la même chose, c'est que y a un groupe de personnes qui veulent conserver la place, et puis qui veulent se débarrasser de la masse des moutons inutiles. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans tout ça? Parce que ça, c'est au niveau macro, c'est au niveau... voilà. C'est ma vision des choses, je n'impose rien à personne, je ne sais pas si vous souscrivez à ça, moi c'est un peu comme ça que je vois le truc. Alors je pense qu'ils vont encore une fois... se bananer, ils vont se planter, parce que vous savez, il y a un problème d'ego derrière tout ça. Quand on se croit tout puissant, eh bien, on devient moins prudent, et puis on fait des bêtises aussi, même si on est très machiavélique et intelligent. Voilà, on ne peut pas aller contre les lois de la nature éternellement. Il y a un moment donné où ça nous rattrape, et dans le mauvais sens. Donc je pense qu'ils vont se planter, j'en ai de la forte conviction. Mais avant de se planter, ils vont nous faire souffrir, et puis quand ils vont se planter, ils vont planter le bousin avec. C'est-à-dire, pour moi, la société occidentale est morte à horizon 10-15 ans, grand max. Grosso modo, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce bordel? Eh bien, c'est toujours la même chose, c'est essayer d'identifier les zones fortement à risque, et puis de s'excentrer dans un premier temps. Et puis après, il y a des choses que vous pouvez faire, que vous pouvez implémenter, vous, à votre niveau, à votre petit niveau, voilà. Parce qu'on peut toujours s'énerver sur les réseaux sociaux, observer ces grands mouvements et se dire c'est dégueulasse, mais ce qui compte, c'est savoir comment on se positionne par rapport à ça. Je l'ai déjà dit plusieurs fois que la réponse pour moi, en premier lieu, elle était spirituelle. On doit avoir, mais bon, c'est pas de la spiritualité bisounours, encore une fois. On est des êtres incarnés, on doit se confronter à la matière, c'est comme ça, sinon ça sert à rien de venir sur Terre. Et c'est comme ça qu'on progresse, on grandit parce que
on en chie, grosso modo. C'est ça l'idée, hein. Et donc on surmonte des épreuves, et on apprend, et on s'améliore. Mais pour ça, il faut souffrir. Si vous restez en méditation sous un arbre par 25 degrés avec température constante, il ne se passera rien. Et à un moment donné, vous allez roupiller, c'est clair. Donc c'est pas comme ça que ça marche. Mais on a effectivement un positionnement qui doit être spirituel dès le départ, parce qu'on doit répondre à certaines questions. Je ne reviens pas là-dessus. Hein. Ça vous permet d'avoir un positionnement, un ancrage, et notamment traditionnel. Et puis derrière, eh bien, vous êtes confronté à la matière, donc vous devez vous mettre en sécurité, vous et vos proches. Donc il y a des mesures à implémenter. Et donc là, j'y viens. Deuxième partie de vidéo. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, là, maintenant, tout de suite, pour pouvoir bien contrer ce phénomène, ou plus ou moins surfer la vague qui arrive, hein, plutôt que de se la prendre dans la tronche. Grosso modo, c'est ça. Alors, il y a plusieurs choses à faire. Vous avez remarqué qu'il y a une petite vague inflationniste qui s'installe, et grosso modo, je serais tenté de dire qu'on est un peu dans le schéma des années 30-40, notamment la vague inflationniste de la décennie des années 40. Grosso modo, des gros pics inflationnistes qui ne redescendent jamais au point de départ. Donc on est dans une inflation qui va être constante, plus ou moins. Et là, eh bien, écoutez, il y a des pénuries en plus. Donc la première des choses, à mon sens, à prendre en compte, c'est la nourriture et l'eau. Alors pour la nourriture, eh bien c'est simple. Vous faites des réserves dans un premier temps, voilà, parce que la boîte de conserve que vous allez acheter aujourd'hui, avec l'inflation, vous êtes sûr de la consommer parce que vous en avez un besoin vital, eh bien, elle vous rapportera plus que cet argent que vous allez investir sur une monnaie ou sur peut-être une mauvaise entreprise en bourse, par exemple. Puisque si on prend 5, 10 ou 15% d'inflation tous les ans, votre boîte de conserve va prendre 15%. Est-ce que vous allez avoir ce potentiel de gain en investissant sur un support, quel qu'il soit? Je ne sais pas certain. C'est pas certain. Donc si vous achetez votre boîte de conserve maintenant, eh ben, quand elle aura pris 15% dans les dents en termes d'augmentation et que vous la consommerez, eh bien vous l'aurez payé 15% moins cher. Donc vous serez 15% plus riche. Je ne sais pas si vous calculez un peu le truc. Voilà. Alors ça, c'est le premier versant, c'est fondamental, c'est toujours ce qui vous permet... on en revient toujours au système de base, j'en ai parlé entre autres dans Sanshin, mon ouvrage. C'est cette fameuse pyramide de Maslow des besoins primaires. Vous avez besoin de vous nourrir. Et en période inflationniste, c'est peut-être un truc à faire, quoi. Il y a des trucs qui se conservent, il y a des trucs qui se conservent moins bien, évidemment, mais commencez par ça. Ensuite, vous pouvez évidemment, si vous avez la main verte, commencer à faire un potager. Il y a des choses qu'on peut faire en amont, qui prennent du temps, notamment des savoir-faire à acquérir, qu'on a du mal à implémenter quand on est sous pression. Bah ça en fait partie. Donc là, on est dans le chapitre bouffe. Ensuite, vous avez l'eau. Alors là, c'est aussi important. Là, si vous êtes dans une zone où il y a de l'eau en abondance, bah vous êtes couvert. Déjà, ça, c'est un premier truc. Si vous êtes dans une zone où c'est plus compliqué, n'oubliez pas qu'on a besoin de ça. C'est l'eau, la nourriture, c'est la base. Voilà. Ensuite, vous avez, évidemment, tout le monde a besoin d'un abri. Donc vous avez besoin d'un toit, tout simplement. En hiver, pouvoir vous chauffer, pouvoir vous abriter des intempéries. Et puis c'est votre cocon, c'est chez vous. Alors l'immobilier, tout dépend des pays, encore une fois, tout dépend du format, pour ne pas vous faire bigner. Je rappelle qu'en Grèce, en 2011, quand il y a eu la crise et que ça a failli sauter, les États après se sont gavés évidemment en taxes, c'est toujours le même truc. Le moindre bassin que vous avez dans une fermette, dans une propriété en Grèce, les impôts ont augmenté de façon exponentielle, parce qu'évidemment vous étiez un privilégié, vous aviez une piscine dans le jardin. Donc toutes les raisons sont bonnes à ce moment-là pour un État, pour augmenter, pour inflater ces systèmes de taxation qui déjà en France sont un petit peu pris comme ça jusqu'ici. Voilà. Donc faites gaffe avec l'immobilier, d'autant plus que si vous devez partir, vous n'allez pas partir avec votre baraque ou votre appartement sous le bras à un moment donné. Parce que là, on arrive à un autre point qui est fondamental, c'est celui de la sécurité. Vous devez organiser votre sécurité et celle de vos proches. Et je parle là de sécurité physique. Alors évidemment, quand on est un petit peu collapsologue perché, là on vire un petit peu du côté survivaliste. Mais enfin bon, depuis, on va dire, toute l'histoire humaine recensée, l'homme a toujours eu besoin d'assurer sa sécurité. Pourquoi ? Tiens. Parce qu'il y a des prédateurs. Ah merde! Eh ouais, le premier prédateur c'est l'État. Aujourd'hui, on le voit bien, vous vous faites picorer de tous les sens. Et puis, vous avez aussi des personnes mal intentionnées qui vont vouloir, à un moment donné,
se nourrir sur votre dos, forcément, et sans même avoir en face de vous des gens mal intentionnés, vous avez des gens qui auront faim. Et donc c'est toujours plus facile d'aller chercher la boîte de conserve du voisin plutôt que de bigner la terre ou d'avoir prévu à un moment donné être un peu plus fourmi que cigale pour avoir mis de côté de quoi survivre et surmonter une période difficile. Donc vous êtes confronté potentiellement à un moment donné à ce type de problématique. Donc vous pouvez prendre en compte le problème de la sécurité. Tout ça, c'est des choses qui se mettent en place en amont. Votre propre sécurité, elle commence encore une fois par vous. Donc je reviens encore une fois à ce que j'ai dit à un moment donné. Vous êtes au centre et au cœur de l'équation. Parce que si vous voulez utiliser une arme, par exemple, l'arme est le prolongement des membres, et les membres sont le prolongement de la tête. Donc si vous n'avez pas travaillé, si vous n'êtes pas calé, à la fois physiquement et mentalement, pour pouvoir à un moment donné, en ayant réfléchi en amont, être capable de faire ce qu'il faut, c'est difficile. C'est difficile de pouvoir réagir correctement lorsque vous êtes sous pression, si vous n'avez pas pensé à tout ça, si vous ne vous êtes pas entraîné avant. Voilà, donc ça c'est des choses qu'on met en place avant. Ensuite, si vous avez un peu plus si vous avez un peu de capital, il va falloir penser à préserver ce capital. Voilà. Sous quelle forme? Alors, voilà, part de société, immobilier, métaux précieux, biens et services. Voilà, c'est aussi une façon de préserver du capital. Votre capital, c'est aussi ce que vous êtes capable à un moment donné de troquer. Parce que ça, c'est important aussi. L'autonomie parfaite, à mon sens, c'est illusoire. On ne peut pas être autonome. Les gens s'organisent en tribus à la base, et puis après élargissent le cercle et font une civilisation, une société. Et donc là, c'est toujours pareil. Tout seul, c'est compliqué, d'être ermite, mais bon, vous avez quand même besoin toujours d'une aide extérieure. Donc, il y a forcément, à un moment donné, une volonté de collaborer. Et pour ça, il faut créer du réseau avec des gens qui tiennent la route, dans un premier temps, parce que ça sera une richesse à un moment donné quand ça... when the shit hits the fan, comme disent les Américains. Voilà. Et donc ça se travaille aussi en amont. Voilà. Et donc, vous avez aussi des capacités de développer votre patrimoine, entre guillemets, et votre capacité à troquer des choses, parce que c'est ce qui va vous permettre aussi à un moment donné de survivre. Mais vous troquez quoi? Vous troquez une boîte de cassoulet, des graines, un outil, mais aussi un savoir-faire. Vous avez des gens qui ont besoin tout simplement d'un coup de main. Ça, vous pouvez le troquer. Voilà, vous pouvez, comme je l'ai dit une fois, troquer la sécurité physique que vous pouvez apporter à quelqu'un à un moment donné contre une douzaine d'œufs, ou tout simplement réparer l'électricité si on en a encore, ou les toilettes, la plomberie, enfin des choses comme celle-là. Et donc ça, c'est aussi à prendre en compte votre capacité à pouvoir... Moi, mon grand-père me racontait que pendant la guerre, évidemment, qu'est-ce qu'il troquait? Il troquait des bouteilles de gnôle, de l'alcool, des cigarettes, enfin des choses comme ça, du chocolat. Je vous laisse revoir les vieux films de l'époque, c'était ça, c'est ce qu'on appelle le système barter. Alors ça marche très bien aussi avec des petites pièces d'or ou d'argent, parce que tout ce que les gens arrivent à, s'ils arrivent à capter la richesse intrinsèque de la chose que vous leur proposez, vous pouvez faire le deal. Si ça ne les intéresse pas, c'est plus compliqué. Voilà. Mais vous aussi, pensez que vous pouvez troquer des services. Vous-même, vous pouvez troquer votre force de travail, pas forcément des objets physiques. Voilà. Et donc, on en revient toujours au même, c'est qu'au centre de l'équation, il y a vous, il y a vos capacités, il y a votre physique, il y a votre savoir-faire, il y a vos connaissances, pas seulement physiques mais intellectuelles. Il y a votre, votre capacité, je ne sais pas, pour ceux qui revoient les films vikings par exemple, ou les barbares, etc. Pourquoi on confie sa vie entre les mains du chef? Parce que c'est lui qui a des qualités, qui ressent le mieux là où il peut emmener le groupe pour le faire prospérer. Donc vous avez aussi ces qualités-là que vous pouvez faire valoir lorsque vous faites un troc. Donc on a tous ces paramètres à prendre en ligne de compte. Donc derrière ça, vous voyez que il y a un certain nombre d'éléments. Vous avez une analyse macro qui est ce qu'elle est. Encore une fois, je peux me tromper. Voilà, chacun ses convictions, chacun ses analyses. Et au-delà de ça, vous avez un potentiel, aujourd'hui, là, maintenant, de mettre en place certaines choses qui ne vont pas vous coûter un truc, un bras, une couille, comme dit. On ne vous demande pas de vous expatrier à l'autre bout de la terre sans savoir comment ça se passe, ni de mettre en place des trucs incroyables.
stocker un peu de bouffe déjà. Voilà. Parce que ça, en période d'hyperinflation, c'est la première des choses qui a de la valeur. Tout simplement. Donc vous voyez, il y a des choses simples à mettre en place, mais ces choses-là, elles se mettent en place en amont. Je le répéterai jamais assez, c'est comme la self-défense. Si vous n'êtes pas prêt dans votre tête d'une certaine façon, et encore, on n'est jamais sûr de, à l'instant de vérité, réagir correctement. Mais plus vous vous garantissez certaines choses en amont, plus vous augmentez vos chances. C'est toujours pareil, c'est une question de statistiques, hein, voilà, et de probabilité. Donc mettez ces chances-là de votre côté. Voilà, j'espère que ce petit récap aura pu éclairer un peu votre lanterne. Dites-moi, vous, ce que vous mettez en place de votre côté. C'est toujours intéressant. Il y en a toujours plus à picorer dans plusieurs cerveaux éclairés. Et ça enrichit la réflexion du groupe. Allez, je vous dis à plus. Ciao.